confirme la dynamique de la présidentielle aussi. Anne Bourse, l'heure du côté de La République En Marche reste quand même à la mobilisation, à resserrer les rangs pour le second tour. Oui, exactement. Ici, on est confiant, mais pas triomphant. La présidente de La République En Marche, Catherine Barbarou, a appelé tout à l'heure à l'humilité et la responsabilité. La faible mobilisation montre bien le peu d'enthousiasme des Français. Et donc, le défi maintenant pour La République En Marche est de provoquer un sursaut de mobilisation pour le second tour. D'ailleurs, ici même au QG, une cellule spéciale est mise en place avec les helpers, ces fameux bénévoles qui participent à la campagne. Ils vont scruter, analyser, décortiquer tous les résultats, circonscription par circonscription, et ensuite, très rapidement, les candidats qualifiés pour le second tour seront appelés un par un pour justement qu'ils préparent le second tour. Alors, merci beaucoup Anne. Face à raz-de-marée de La République En Marche, les autres partis mettent en avant cette abstention qui est record, on l'a dit, 51,2%. Mais le Premier ministre vient de s'exprimer. Il estime que malgré l'abstention, le message des Français est sans ambiguïté. Ce soir, on l'écoute. Malgré l'abstention, le message des Français est sans ambiguïté. Pour la troisième fois consécutive, vous avez été des millions à confirmer votre attachement au projet de renouvellement, de rassemblement et de reconquête du président de la République. Un projet que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre et qui s'est traduit par la nomination d'un gouvernement regroupant des sensibilités et des expériences diverses et par la préparation de textes législatifs dans 2 domaines clés, le rétablissement de la confiance dans l'action publique et l'adaptation de notre droit aux nouvelles exigences de sécurité liées au risque terroriste. Alors Fabienne Simon d'Ipsos, une question. Est-ce que cette vague qu'on voit pour La République En Marche à l'issue de ce premier tour peut s'amplifier la semaine prochaine? Oui, c'est une hypothèse effectivement réaliste, puisque les candidats de La République En Marche peuvent bénéficier de reports de voix très favorables dans des configurations de vote où il n'y a pas soit le candidat de droite, soit le candidat de gauche. Et les électeurs se reportent plutôt sur le candidat de La République En Marche. Alors on aura d'autres analyses évidemment. Voilà, et d'autres résultats dans votre région, puis nous après aussi, parce qu'on attend tous les bureaux de vote qui ont fermé à 20h. À 22h pour la suite sur l'antenne nationale. À tout de suite. À tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. Merci de nous rejoindre pour cette soirée exceptionnelle consacrée au premier tour des élections législatives. Jusqu'à 23h, nous ferons le tour des différentes circonscriptions dans le Var et les Alpes-Maritimes. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de surprises ce soir. Beaucoup de surprises, effectivement. Tout au long de la soirée, nous allons retrouver nos correspondants, nos journalistes qui sont sur place à Draguignan, notamment pour les résultats de la 8e circonscription, mais également la 4e, celle de Saint-Tropez, ou la 5e, celle de Fréjus-Saint-Raphaël. Et puis, nous irons également dans les Alpes-Maritimes, évidemment, pour aller à Nice, pour aller à Cannes, pour aller à Menton et pour aller dans quelques secondes à peine, donc à Vence, pour les premiers résultats de la 2e circonscription, Hélène. Et sur ce plateau, Henri Migou nous apportera son analyse, ses explications pour mettre les résultats dans leur contexte et puis en perspective. Et puis nous recevrons bien entendu de nombreux invités ici même et puis en duplex depuis nos différents points de direct. Évidemment, une soirée interactive avec vous. Vous avez la possibilité de suivre le fil de l'info tout au long de la soirée sur notre site internet, sur notre site Facebook, mais également avec Twitter. Mais place immédiatement aux résultats. Aux premières tendances, nous allons partir donc tout de suite dans la 2e circonscription à Vence, où vous le savez certainement, le maire de la ville, Loïc Dombreval, était investi par La République En Marche. Loïc Dombreval, vous m'entendez ? Je vous entends. Alors apparemment, Loïc Dombreval, vous seriez en tête dans cette 2e circonscription ce soir, d'après des résultats partiels. Oui, tout à fait, c'est exact. Alors quelle est votre réaction? Parce qu'il y a quand même une situation atypique dans cette circonscription, c'est que vous vous présentez contre votre première adjointe à la mairie, qui s'appelle Anne Satonnet, et qui, elle, est investie par l'UDI et les Républicains. Je me présente contre personne. Je me présente pour donner une majorité à Emmanuel Macron, simplement. Loïc Dombreval, bonsoir. On voit que dans les Alpes-Maritimes, on va développer ça tout au long de la soirée. On assiste de plus en plus à un duel entre les Républicains et La République En Marche. Est-ce que selon vous, c'est l'effet mécanique de la présidentielle? C'est un débat qui est sans objet. C'est un combat qui est sans objet. Il n'y a pas d'opposition entre les Républicains, en tout cas de mon point de vue. En tout cas, une certaine frange des Républicains et de l'UDI et le projet d'Emmanuel Macron. Il suffit de voir le soutien de Renaud Muselier à ma candidature, le soutien de Gérald Darmanin à ma candidature, la présence d'Édouard Philippe,
Premier ministre LR d'Emmanuel Macron, la présence de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, également LR dans ce gouvernement. Donc on est simplement en train de voir une chose qui est assez simple et qui était prévisible et attendue par les Français. C'est la disparition d'un espèce de système qui était un système extrêmement ancré, très conservateur et qui est en train d'exploser sous nos yeux. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas forcément agréable pour tout le monde, mais c'est de la réalité. Merci beaucoup Loïc Dombreval. Donc pour l'instant, d'après des résultats partiels, on le précise et ça c'est très important, Loïc Dombreval pour La République En Marche serait en tête dans la 2e circonscription. Nous partons maintenant à Nice pour retrouver Christian Estrosi, le maire de la ville. Christian Estrosi, bonsoir. Vous voyez qu'il y a une vague La République En Marche et que cette vague a l'air de déborder aussi sur la Côte d'Azur et dans les Alpes-Maritimes. Oui, mais c'était une évidence. Je regrette que les responsables de ma famille politique n'aient pas accepté, là où je l'ai demandé dans notre bureau politique, d'accepter la main tendue du président de la République, Emmanuel Macron, et du Premier ministre, Édouard Philippe, issus de notre famille politique. Aujourd'hui, au-dessus des partis, les Français ont fait souffler un vent de changement important dans notre pays. Ne pas l'entendre était une erreur et je suis triste pour un certain nombre de mes amis qui, à cause de cette erreur ce soir, ne seront pas en mesure de se maintenir au 2e tour. Il y a cette main tendue au moment où les Français attendent de notre part que nous gagnions les 2 grands combats à livrer contre le terrorisme et contre le chômage, qui sont l'essentiel des 5 prochaines années. Eh bien, alors que nous aurions pu, en acceptant cette main tendue, peser beaucoup plus largement sur ces choix, les Républicains, en tout cas ceux qui, contrairement à moi, n'ont pas accepté cette main tendue, là où moi j'ai fait partie de ceux qui ont signé un manifeste, qui ont insisté pour que nous accompagnions, pour que nous soyons prêts à voter une confiance et qu'en même temps nous puissions participer aux réformes structurelles que les conservateurs de droite et de gauche n'ont pas été capables de faire ces dernières années. Il y a dans notre région, comme sur le reste de la France, ce vent de modernité qui a soufflé. Christian Estrosi, est-ce que ce n'est pas en faisant comme vous l'avez fait, c'est-à-dire en présentant cette main tendue, comme vous le dites, que finalement vous avez joué un mauvais tour aux candidats de votre propre famille politique, dont certains vont se retrouver en difficulté ce soir? Moi, je ne rentre pas dans cette tambouille politicienne. J'écoute. Je veux qu'on aborde avec modestie et sans arrogance, là où on a fait preuve pour certains de beaucoup d'arrogance, à ne pas savoir tirer les leçons et les conséquences de notre échec des élections présidentielles où pour la première fois, nous n'avons pas été présents au second tour de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on veut accompagner les réformes dont notre pays a besoin? Est-ce que nous voulons nous inscrire dans cette démarche constructive? Moi, je le souhaite. Et nous avons un 2e tour qui peut permettre à un certain nombre des nôtres, si enfin nous changeons de comportement, si nous nous montrons plus rassembleurs, plus ouverts, et qui nous permettra d'apporter modestement cette contribution. Les Français attendent cela. C'est cela aujourd'hui, ce changement profond de politique. Comment et pourquoi aurais-je combattu un Premier ministre, Édouard Philippe, député maire du Havre, les Républicains, qui est mon ami, un ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui est mon ami, un ministre des comptes publics et de la fonction publique, Gérald Darmanin, qui est mon ami, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui avait fait les internats de l'excellence et qui vient d'accorder à la ville de Nice que nous revenions à la semaine des 4 jours à la prochaine rentrée. Je suis désolé, moi je ne combats pas cela, je souhaite l'accompagner et y prendre toute ma part. Merci beaucoup Christian Estrosi, merci d'être resté donc en direct depuis la place Masséna à Nice pour être sur France 3 Côte d'Azur dans cette soirée spéciale élection législative avec tout de suite quelques résultats dans les villes, quelques résultats définitifs. Attention, c'est ville par ville. Alors c'est ville par ville, hein, bien sûr, c'est pas encore pour les circonscriptions en totalité. Des premiers résultats à Beaulieu-sur-Mer, on est dans la 4e circonscription. En tête, Xavier Bec pour les Républicains. Non, c'est Alexandra Valletta qui est en tête de
de 2-3 points. Donc devant Xavier Bec, les Républicains, et suivi du candidat Front National, Olivier Bettati. Ça, c'est pour Beaulieu-sur-Marne dans la 4e. On reste dans la 4e à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et là, c'est bien Xavier Bec qui est en tête pour les Républicains. Devant Alexandra Valletta-Hardisson, La République En Marche. Et 17,18% pour le candidat frontiste Olivier Bettati. 4e toujours avec Villefranche-sur-Mer. Donc on se rapproche un petit peu du résultat définitif. Donc Xavier Bec en tête. Voilà. Et Olivier Bettati est toujours 3e pour le Front National. 4e circonscription toujours avec Beausoleil. Et là, c'est La République En Marche qui devance Xavier Bec pour les Républicains. Toujours le Front National en arbitre. Et puis, petite exception dans cette 4e circonscription, Saorge, où on retrouve la candidate, effectivement, La République En Marche qui est en tête, suivie de près par le candidat qui représente la France Insoumise. Vous regardez France 3 Côte d'Azur pour cette soirée spéciale élection législative 2017, avec en plus des duplex, avec en plus des résultats, évidemment, des invités sur ce plateau et des analyses d'Henri Migou. Bonsoir, messieurs, dames, vous représentez le Front National, la France Insoumise. Mais d'abord, on retrouve Patrick Allemand, qui lui, finalement, n'est pas investi par La République En Marche, mais qui l'a soutenu, qui a soutenu ce mouvement. Question évidente ce soir, nous avons toujours été une région différente des autres régions de France parce qu'ici c'est une terre de droite ou du Front National, ça c'était très clair. Ce soir, la tendance a l'air de changer, la vague République En Marche atteint aussi la Côte d'Azur, c'est ça qui est nouveau? Absolument, c'est incontestable quand on voit les premiers résultats, mais en même temps ça ne m'étonne pas parce que c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé bien avant l'élection présidentielle. Ça fait un moment qu'on entend, ceux qui sont sur le terrain, on entend les Français dire qu'il faut que ça change, que ce système ne convient plus, qu'il faut changer. Et ce qui a été donc à l'origine de l'élection d'Emmanuel Macron se confirme très logiquement au moment de l'élection législative. Donc qu'aujourd'hui, dans les Alpes-Maritimes, on est dans plusieurs endroits des candidats de La République En Marche en tête, n'est pas finalement étonnant. C'est la conséquence qui est peut-être même accentuée ici, parce qu'ici, ça télescope d'autres vieux systèmes, entre guillemets, si je puis dire, et qui fait qu'aujourd'hui, ce vent de changement a soufflé. Alors, il y a deux autres invités avec nous sur ce plateau. Prunelle Fernand, bonjour. Vous êtes France Insoumise, vous êtes candidate dans la 6e circonscription. Et puis Lionel Tivoli, vous êtes secrétaire départemental du Front National dans les Alpes-Maritimes et candidat dans la 7e. Alors, je vais vous poser la même question à tous les deux. On a beaucoup dit au moment de l'élection présidentielle. On a d'abord dit que c'était quelque chose d'un peu fabriqué, La République En Marche. Ensuite, on a dit que c'était le succès d'un homme. Et là, aujourd'hui, on voit des gens qui ne sont pas très connus et qui font des gros scores. Est-ce que vous avez l'impression que ce renouvellement de la classe politique, vous, dans vos partis respectifs, vous êtes passé un peu à côté? Lionel Tivoli. Je ne sais pas de quel renouvellement vous parlez. Monsieur Allemand qui parlait de vieux système mais qui l'a construit. Monsieur Estrosi qui parle aussi de vieux systèmes mais qui l'a construit. Donc il n'y a aucun renouvellement. Il y a beaucoup de gens dont on parle ce soir, on ne connaît pas les noms. Il faut être honnête, c'est des gens qui ne sont pas connus, qui viennent de la société civile. Donc oui, d'accord. Il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement des candidats, effectivement, mais derrière tous ces candidats, il y a une force politique. Il y a une force politique qui était déjà existante sur ce département, qui désoriente complètement les électeurs. Qui appellent, il y a des gens de droite qui appellent à voter pour La République En Marche, des personnalités de gauche qui appellent et qui protègent. Donc en fait, c'est finalement toujours cette même politique qui se renouvelle sur le département avec des têtes nouvelles, une façade nouvelle finalement. Votre avis également, Prunelle Fernand, pour la France Insoumise? Oui, je pense qu'on n'est pas du tout passé à côté. Je pense que ce à côté de quoi est passé Macron, c'est changer la façon de faire de la politique, qui est plus important que changer les visages qui portent cette politique. Parce que Emmanuel Macron joue sur un vieux réflexe qui est diviser pour mieux régner. Et ça fonctionne extrêmement bien, c'est magique. Donc il utilise des vieilles ficelles pour se créer une majorité à l'Assemblée nationale et pouvoir ensuite gouverner par ordonnance en se passant des députés qui auront été élus pour son compte. Jean-Bernard. Effectivement, on me dit en régie qu'on va pouvoir aller maintenant voir Jérôme Cochet. Jérôme Cochet, c'est le candidat du Front National dans la 2e circonscription. Et on peut donner, Hélène, les résultats de Carrosse? Oui, à Carrosse uniquement, donc dans la 2e circonscription dont vous parliez. C'est Loïc Dombreval pour La République En Marche qui arrive en tête avec un peu plus de 33%. Il est suivi de près par justement Jérôme Cochet, le candidat du Front National, arrive en 3e position. Anne Satonnet pour Les Républicains UDI. Bonsoir Jérôme Cochet, si vous nous entendez, quelle est votre réaction ce soir? Vous êtes le candidat du Front National dans cette 2e circonscription. Donc, quelle est votre analyse de ce qui se passe actuellement et de cette vague La République
République En Marche dont on parle, et de votre score d'ailleurs aussi, qui à Carros est assez élevé. Alors effectivement, je n'ai que des scores partiels. À Carros, effectivement, ce sont des résultats définitifs. J'attends encore les quelques bureaux restants à Grasse et je n'ai pas encore le résultat de Puget-Théniers. En revanche, je constate qu'on fait un score assez honorable, mais il n'y aura de ma part aucun triomphalisme, comme l'ont fait les candidats En Marche, puisque finalement, vous dites une vague, c'est plus une vaguelette, au vu de la forte abstention. Pour moi, c'est un désaveu de la part de nos concitoyens envers les candidats du système en général, puisqu'il ne faut pas oublier que même si effectivement les noms changent, etc., ce sont des façades. Les candidats d'En Marche ne sont pas des jeunes loups de la politique. Les candidats d'En Marche, je prends l'exemple moi de mon concurrent direct, sont des candidats qui sont passés par le MoDem, par l'UDI, puis ensuite par les rejoindre M. Estrosi à la région, pour ensuite aller rejoindre M. Macron pour avoir l'espoir ou l'espérance d'avoir un poste de député dans cette circonscription. Jérôme Cochet, je suis resté intègre, je suis resté fidèle à mon territoire. Je finis, s'il vous plaît. Je suis resté intègre et fidèle à mon territoire. Et effectivement, le score s'en reflète puisque nous avons de très bons résultats dans l'arrière-pays et dans beaucoup de villages et de villes de notre circonscription. Alors, Jérôme Cochet, Loïc Dombreval arrive largement en tête avance pour l'instant, avec plus de 40% des suffrages. Imaginons que ce soir, vous soyez deuxième et qu'Anne Satonnet soit troisième. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs d'Anne Satonnet ? Les électeurs d'Anne Satonnet sont des électeurs libres. Ils ont le droit de vote, ils ont la libre conscience de voter pour qui ils veulent. Moi, je ne manipule pas le vote des électeurs, mais ils devront faire un choix, ces électeurs. Ces électeurs de droite, la droite populaire, la droite de ce département, qui est désormais orpheline, qui a été balayée. Moi, je les appelle effectivement, ils sont les bienvenus. J'ai lancé il n'y a pas longtemps un comité de soutien. Par exemple, Antoine-Marie de Fontmichel, le fils de l'ancien maire de Grasse, qui était UDF, qui m'a rejoint. J'ai Madame Roumieux, qui a été longtemps une cadre de l'ARPI, qui est restée 20 ans au RPR. Donc ces gens-là m'ont déjà rejoint, ont déjà franchi le pas. Moi, ils sont les bienvenus, ces électeurs, mais je n'appellerai pas, comme ont fait justement l'UMP et les LR, sans cesse à voter pour un tel ou un tel. Moi, ils sont les bienvenus. Je suis le seul candidat et le véritable candidat de droite dans cette circonscription. Donc effectivement, les électeurs du centre et de droite sont les bienvenus sur ma candidature. Merci beaucoup Jérôme Cochet, donc candidat Front National pour la deuxième circonscription. D'autres résultats, beaucoup de résultats qui nous parviennent, notamment ville par ville. Et je précise, c'est très important pour l'instant, il ne s'agit en ce qui concerne les circonscriptions que de résultats partiels. En revanche, pour les villes, on a des résultats définitifs. Avant de rejoindre le maire de Flyosque, donc ça c'est pour la 8e circonscription, donc dans le département du Var, les résultats de Draguignan. Donc Draguignan, 8e circonscription, oui. Et c'est Fabien Matras pour La République En Marche qui arrive en tête ce soir avec presque 31% des suffrages, suivi par le candidat frontiste Pierre Jugy. Et puis il y a également Olivier Audier-Bertrand qui arrive lui deuxième, devant le candidat du Front National. Je précise que dans cette circonscription, au premier tour de la présidentielle, c'est le Front National qui est arrivé en tête. Et justement, nous sommes aussi en direct décidément avec tous les candidats, en tête ou pas, en tout cas dans beaucoup de circonscriptions dans le Var et les Alpes-Maritimes. Nous allons retrouver Fabien Matras depuis Draguignan maintenant. En ce qui concerne la plus grosse ville de la circonscription, c'est une circonscription immense, la 8e, c'est tout le nord finalement du département du Var. Monsieur Matras, vous êtes en tête, vous avez fait le meilleur score dans la plus grande ville. Ça vous donne un espoir d'arriver ce soir en tête dans cette circonscription ? Bonsoir, oui, en effet, les résultats que j'ai, pour le moment, sont des résultats partiels, mais je suis en tête dans quasiment toutes les communes qui me sont redescendues. Donc, en effet, ça donne un bon espoir d'être en tête et vraisemblablement, vu le taux de participation, on se dirigera vers un duel. Alors, Fabien Matras, on va prendre un exemple pour mesurer ce qui se passe ce soir. Dans cette circonscription, la 8e, donc, qui est celle autour de Draguignan, mais qui est bien plus large, au premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron avait fait 17%. Alors, on a les résultats de Draguignan, mais vous allez faire sûrement beaucoup plus que 17% à l'échelle de la circonscription. Comment vous expliquez ce décalage ? Écoutez, ce décalage, moi, je peux l'expliquer par deux raisons. D'abord, la campagne qu'on a menée, moi, avec l'ensemble des adhérents et des militants du mouvement qui m'accompagnent. On a fait une campagne de terrain depuis 5 semaines. On a été dans l'ensemble des communes de la circonscription. Il y en a 65. Donc, on a fait une campagne au plus près des gens et on a toujours souhaité défendre un projet plutôt que de nous positionner en concurrence avec les autres candidats. Et je l'explique également par le début de mandat d'Emmanuel Macron, qui, pour moi, est un sans faute. On a un président de la République qui est dans son rôle, qui a redonné de la dignité à la fonction, de la hauteur, et je crois que ça explique également l'engouement qu'il y a pour Emmanuel Macron aujourd'hui.
On revient ici sur le plateau de France 3 Côte d'Azur. Hélène, avec peut-être un duplex à Nice. Oui, nous allons rejoindre tout de suite Pascal Massin en direct de Nice. Il se trouve dans la 3e circonscription où Rudi Sall, qui se présente pour un 7e mandat, serait mis en difficulté. Est-ce que vous avez plus d'informations, Pascal ? Absolument, Hélène. Ce sont encore des résultats provisoires, bien sûr, mais Cédric Roussel, le candidat En Marche, arriverait en tête dans cette 3e circonscription avec plus de 31% des voix. La 2e place est en train de se jouer entre Rudi Sall, le sortant, donc, qui voulait briguer son 7e mandat, et Philippe Vardon. Ils seraient autour de 20% tous les deux, donc la 2e place n'est pas acquise, ni pour l'un ni pour l'autre. Dès que, évidemment, on en sait un peu plus avec des résultats plus définitif, je reviens vers vous. Un mot de la première circonscription, donc celle d'Éric Ciotti. Il serait en tête avec plus de 34% des suffrages, suivi par Caroline Reverso-Menetti qui le suivrait à près de 33%. Donc un duel là encore et un résultat plutôt serré dans la première circonscription. Un dernier mot sur la 5e, celle où se présentait Marine Brognier. Elle arriverait en tête et devancerait le candidat du Front National, Marine Brognier, qui atteindrait les 28%. Effectivement, Pascal, les résultats commencent vraiment à tomber très très nombreux. Vous parliez de la 5e à l'instant. On va donner le résultat pour la commune de Saint-Martin-Vésubie où Marine Brognier arrive en tête effectivement avec 27,24% des voix. Et vous parliez à l'instant aussi de la 3e, de la circonscription de Rudi Sall où il y a Philippe Vardon. Eh bien, on a les résultats de la Trinité, donc dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes. Et là, c'est Philippe Vardon pour le Front National qui arriverait en tête et qui arrive en tête. Les résultats sont définitifs avec 31,73% des voix. Henri, une intervention avec nos invités. Oui, une question à tous les trois. Patrick Allemand, on a longtemps cru que les Alpes-Maritimes étaient un petit peu un bastion des Républicains. C'était le cas d'ailleurs. Est-ce que quelque chose est en train de se passer ce soir ? Il faut attendre un peu plus, et en tout cas les résultats du second tour pour tirer des conclusions définitives. Mais il est très clair aujourd'hui qu'il y a une brèche dans le bastion des Républicains qui s'est ouverte. Parce que, et c'est ce que j'appelais l'autre système. Et il faut savoir aujourd'hui quel est l'impact à la fois de ce qui se passe au niveau national avec Emmanuel Macron, qui a dynamité, il faut le dire, l'ancien système politique, et ce qui se passe aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, ou peut-être qu'est en train de se surajouter à ça l'idée qu'il faut aussi en finir avec le système actuel local. Une question rapidement à Prunel Flernoy et Lionel Tivoli. Comment vous concevez aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, votre rôle d'opposition au niveau national, mais aussi dans le département ? Prunel Flernoy. Oui, ça va être un enjeu majeur dès la semaine prochaine, donc dès la fin du second tour. Effectivement, on commence à percevoir un peu plus précisément le programme caché d'Emmanuel Macron. Soutenu donc de façon plus ou moins claire et nette par les Républicains En Marche, le Parti Socialiste, les Républicains. Et ce programme est extrêmement dangereux, non seulement pour les droits des travailleurs, mais aussi pour la liberté d'expression, pour l'ensemble des libertés publiques. Donc il est clair que nous allons nous mobiliser. Nous espérons évidemment avoir un groupe à l'Assemblée nationale et peser de toute notre force pour faire obstacle, dans la mesure du possible, à ces retours en arrière, à ces régressions sociales majeures. Lionel Tivoli, au Front National, vous avez longtemps dénoncé l'UMPS, les Républicains LPS. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez rajouter la République En Marche ? Non. Mais c'est l'aboutissement de ce que nous dénonçons depuis maintenant des années. On se retrouve sur un département à ne plus rien y comprendre. Il y a les socialistes En Marche, il y a les Macron compatibles, il y a les Républicains pro-Macron, les Républicains En Marche. En fait, c'est le bal des hypocrites. Nous serons une vraie force d'opposition, la seule force d'opposition finalement à Emmanuel Macron, puisque tous les députés qui seront élus, les Républicains, voteront la confiance au gouvernement. Les députés En Marche, évidemment, la voteront main dans la main avec les Républicains. Donc, c'est ce que nous dénonçons depuis des années. Et là, aujourd'hui, la grande victoire, c'est à l'abstention. Tous les électeurs ont été dégoûtés par ce qu'il se passe dans notre département. Et ils ont bien raison.
malheureusement. Merci à vous d'être venus sur le plateau de France 3 Côte d'Azur. Beaucoup d'invités, beaucoup de candidats ce soir. Vous allez laisser vos places, chacun d'entre vous, à d'autres candidats qui vont représenter d'autres partis. D'ici là, nous allons partir dans quelques secondes, retrouver Laurent Verdy. Ça, c'est pour la 8e et la 9e circonscription des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire Cannes, c'est-à-dire Mandelieu notamment. Mais Hélène, on a des résultats encore à donner, commune par commune, résultats définitifs sur les communes. Oui, là, on est dans le Var, sur la commune de Saint-Tropez. Et le candidat, qui est une candidate qui arrive en tête, c'est Sereine Mauborgne pour La République En Marche. Elle est suivie par Françoise Dumont pour Les Républicains et en 3e position, le candidat frontiste Philippe Lotio. Ça, c'est pour Saint-Tropez. Pour Ramatuelle, toujours dans la 4e dans le Var, arrive en tête de ce premier tour la même Sereine Mauborgne pour La République En Marche, suivie par Françoise Dumont pour Les Républicains et Monsieur Lotio Philippe pour le Front National. Donc, résultat similaire à ce précédemment donné. Et puis, on reste dans le Var, on va à Roquebrune-sur-Argent pour la 5e circonscription du Var. Arrive en tête le candidat Philippe Michel Klesbauer, difficile à prononcer. Il est suivi par Gilles Longo pour le Front National et le candidat Les Républicains arrive avec 17%, 3e position. Il s'appelle Guillaume Decart. Merci Hélène. Sur France 3 Côte d'Azur, on essaye d'aller partout, on essaye de retrouver nos journalistes qui sont implantés un petit peu partout, donc dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Et pour cela, on va retrouver maintenant Laurent Verdy. Laurent Verdy, il est filmé par Frédéric Tissot. Laurent, vous êtes à Cannes. Est-ce qu'on a déjà des premières tendances, des résultats, en tout cas partiels ou définitifs sur les communes ? Eh bien, Jean-Bernard, oui, on a déjà des premières tendances. Il s'agit pour l'instant que des estimations pour le général. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à Théoul-sur-Mer, par exemple, le député sortant de la 8e circonscription, Bernard Brochant, le député Les Républicains, est arrivé en tête. Mais c'est une surprise. À Mandelieu, Philippe Buerge, candidat de La République En Marche, devance Bernard Brochant. En ce qui concerne la 9e circonscription, qui va, je vous le rappelle, du Canet jusqu'à l'arrière-pays de Grasse, la candidate Les Républicains, députée sortante Michel Tabarot, est devancée dans la vallée de la Siagne par la candidate Dominique Philben de La République En Marche, et elle est également devancée à Mougins. À Grasse, cela reste encore indécis entre La République En Marche et Michel Tabarot, qui reste bien sûr qui serait en tête dans son fief du Canet. Donc rien de définitif pour l'instant, mais on s'acheminerait vers un duel La République En Marche, les Républicains, dans la 8e et la 9e circonscription des Alpes-Maritimes. Les résultats définitifs devraient être connus aux alentours de 22 h. Merci beaucoup Laurent. Moi je me tourne maintenant vers Henri, vous qui êtes un spécialiste de la politique ici dans la région. Ce que vient de dire Laurent à l'instant, c'est ce qu'on constate. On s'attendait peut-être à des duels Front National, les Républicains. Finalement, ce n'est pas du tout le cas. C'est souvent des duels ici dans notre région. République En Marche face donc aux Républicains avec le Front National qui fera l'arbitre. Comment ça va se passer ? Alors en fait, ce qu'on peut dire, c'est que généralement, on avait effectivement des candidats républicains qui étaient souvent très forts dans les Alpes-Maritimes. Alors quand il y avait des vagues, on pense à François Mitterrand, on pense à François Hollande, on pense à des présidents d'opposition comme ça. Quand il y avait des vagues, ça n'arrivait pas trop à atteindre les Républicains. Alors là, ce soir, c'est pas le cas. Il semble que la vague de la République En Marche soit plus importante et puisse mettre en difficulté un certain nombre de candidats républicains. Ce qui sera intéressant aussi de suivre, Jean-Bernard, c'est la position que prendront les candidats Front National, arrivés en 3e position. Ils auront peut-être, dans certains endroits, selon les consignes qu'ils donneront, une partie de l'élection entre les mains. Et Henri, donnez-nous une précision qui est hyper importante. La participation est très faible. Ce qui veut dire que comme pour être au 2e tour, il faut 12,5% des inscrits, une participation faible veut dire que peut-être très peu de candidats vont pouvoir aller au 2e tour. Oui, alors pour simplifier, effectivement, cette règle des 12,5% des inscrits, pour ceux qui sont arrivés 3e, ça veut dire, avec une très faible participation, qu'il faut avoir à peu près 25% des suffrages exprimés pour être au second tour. Être 3e avec 25% des suffrages exprimés, c'est pas évident, c'est pas facile, donc il peut y avoir un maximum de duels et pas énormément de triangulaires. Ça, c'est dû à la forte abstention. Merci Henri. Nous repartons maintenant sur les résultats, sur les chiffres avec Hélène. De nouvelles communes, des résultats définitifs ? Oui, pour les communes de Saint-Raphaël et de Roquebrune-sur-Argent, où le candidat arrivé en tête, c'est Philippe Michel Klesbauer pour le Modem, les Républicains. Arrivé en seconde position, Gilles Longo et 3e position, Guillaume Decart pour les Républicains. Dans la commune de Saint-Raphaël, donc toujours pour la 5e, arrivé en tête de Guillaume Decart pour les Républicains. Le candidat arrivé 2e, donc c'est le candidat Modem, La République En Marche, et 3e, Longo Gilles pour le Front National.
Alors, nous ont rejoint maintenant sur ce plateau des représentants de La République En Marche, mais aussi du Parti Socialiste, mais aussi des Républicains, avec Jean Leonetti, le maire d'Antibes, qu'on ne dit plus député-maire, puisque vous avez choisi de ne pas vous représenter, Xavier Garcia pour le Parti Socialiste, Khaled Ben Abderrahmane donc pour La République En Marche. C'est à vous qu'on s'adresse en priorité, j'allais dire. Vous êtes aussi selon des résultats partiels. On est bien d'accord, on insiste là-dessus, c'est partiel pour l'instant, mais vous êtes aussi en bonne position. Vous êtes étonné dans une terre de droite, dans une circonscription plutôt à droite en général? Je suis surpris. C'est sûr que si on m'avait posé la question il y a quelques heures, j'aurais pensé que le raz-de-marée, la vague qui a touché toute la nation allait, comme d'habitude, s'arrêter dans nos terres. Sur la droite de la Côte d'Azur. Tout à fait. Ouais. Là, c'est des scores qui sont inespérés. Aujourd'hui, on voit sur toutes les Alpes-Maritimes, les candidats de La République En Marche réalisent des scores improbables. Et ça démontre que même ici, il y a cette volonté de tourner une page, de donner une chance à des gens qui viennent de la société civile de s'inscrire dans la politique et de porter un projet qui est celui de notre président. Il y a Jean Leonetti qui hoche la tête, là. Il n'est pas du tout d'accord. Ça c'est clair là. Hein. Jean Leonetti, 7e circonscription des Alpes-Maritimes, vous la connaissez particulièrement bien. Vous avez fait un certain nombre de mandats dans cette circonscription. Premier tour de la présidentielle, François Fillon fait 26,8, Emmanuel Macron 21,02. On voit ce soir là dans les résultats partiels que souvent Éric Pauget, le candidat qui cherche à vous remplacer pour les Républicains, et Khaled Ben Abderrahmane sont beaucoup plus proches que ça. Alors qu'est-ce qui se passe? D'abord, Éric Pauget est largement en tête. Donc c'est un premier fait. Le deuxième point, c'est que j'en ai un peu assez, moi, qu'on me parle de la société civile. Je suis quoi, moi? Je suis médecin des hôpitaux. C'est pas la société civile? Parce qu'un jour, on est élu. On sort de la société civile. Non, mais Jean Leonetti, quand vous étiez à l'Assemblée nationale, vous ne pouviez pas être dans le service de cardiologie. Ça, il faut quand même aussi revoir le système. Si, à Dieu ne plaise, M. Ben Abderrahmane est élu, il deviendra député. Il deviendrait député. S'il devient député, il abandonnera son métier aussi. Donc, l'histoire, on vient de la société civile, simplement. Il a été battu simplement contre M. Vérola à Nice au nom du Parti Socialiste. Donc il y a un moment où il faudrait avoir un peu de clarté. Et moi, j'ai deux tristesses aujourd'hui. La première, c'est qu'on a un taux d'abstention qui ne cesse d'augmenter dans ce pays. 50% des gens qui se désintéressent de la façon dont l'Assemblée nationale va être gérée, pour moi, c'est une inquiétude. La deuxième inquiétude, c'est qu'on est en train de nous expliquer sur tous les plateaux et partout que c'est très bien qu'il n'y ait plus qu'un seul parti unique. Voilà, avec l'extrême droite et l'extrême gauche qu'on laisserait de part. Moi, je pense que la véritable démocratie, c'est quand il y a une opposition. Aujourd'hui, la seule opposition, c'est les Républicains. Et donc, j'appelle quand même les abstentionnistes sur le fait que s'ils veulent demain qu'on donne tous les pouvoirs à un seul homme, à qui on a donné, bien entendu, la présidence de la République, mais dont on ne connaît pas très clairement le projet. Et ce dont on connaît, on sait qu'il n'est pas le même que le nôtre. J'aimerais qu'un jour, il y ait un débat projet contre projet. Peut-être qu'entre le premier et le deuxième tour, on pourrait avoir cette chance de discuter politique et non pas image et non pas serment de main des uns et des autres. Henri, juste une question à Jean Leonetti. Il a l'air tellement passionné, vous avez l'air de regretter de ne pas y être allé là, non? Non, je suis triste pour mon pays parce que c'est toujours très mauvais d'avoir un seul parti qui domine totalement avec de l'exécutif jusqu'au législatif et qui fasse en sorte qu'il n'y ait plus d'opposition possible. Moi, je pense qu'il faut une opposition et cette opposition, elle doit être celle de la droite et du centre. La réponse oui, M. Leonetti aime la clarté. Et moi aussi, j'aime la clarté. La clarté, c'est quand il nous dit les Républicains vont être la seule opposition. Je veux bien le croire. Mais quel Républicain? M. Estrosi, qui nous soutient? Monsieur le maire qui est avec nous? Je suis assez d'accord avec vous sur le fait que la position Monsieur Leonetti, quand vous parlez de clarté, vous n'êtes pas clair. Les Républicains aujourd'hui, les Républicains sont clairs. Ils sont absolument pas clairs. Enfin, moi, je suis clair. Quelle est la position de Monsieur Estrosi? Quelle est la position de Monsieur? Non, juste ce que vous disiez là, vous dites que la position d'un certain nombre des élus républicains n'ont pas été très claires, développées. Moi, je pense que si on n'avait pas le même projet que M. Macron,
M. Macron est élu président de la République. C'est normal qu'on se batte projet contre projet. Le projet de la droite et du centre, c'est moins d'impôts et plus de sécurité. À qui vous pensez, Jean-Léon? À qui vous pensez? Je pense d'abord au Premier ministre, pour lequel j'ai, à titre personnel, beaucoup d'estime. Mais je veux dire que se jeter dans les bras de celui qui vient de gagner sans discuter le programme. J'ai entendu Christian tout à l'heure qui parlait de la main tendue. Et moi aussi, je suis pour la main tendue. Moi aussi, j'ai voté des lois qu'a proposées François Hollande. Par exemple, les lois sur l'état d'urgence. Je les ai votées avec mon groupe parce que je pensais que c'était utile. J'ai même été sollicité par le président de la République pour faire une loi consensuelle et on l'a votée consensuellement. C'est pas parce que vous êtes dans l'opposition que vous êtes une opposition frontale et stupide. Mais pour autant, il faut être dans l'opposition avant l'élection. On ne peut pas se jeter dans les bras du président de la République en disant « Ah ben on est tous pour vous ». Moi je suis content que le président de la République soit jeune et dynamique, mais j'aimerais surtout qu'on ait des éléments concrets. Or, les éléments concrets, il y en a un certain nombre qui m'inquiètent. Voilà. En matière de communautarisme, en matière de laïcité, en matière de vision internationale vis-à-vis des autres pays, en matière de fiscalité. Moi, je suis inquiet et je ne suis pas d'accord avec le projet qui est présenté par En Marche. Eh bien, la clarté, c'est d'aller sous nos couleurs et avec notre projet contre le projet. Et puis celui qui a le projet qui gagne, il l'applique. Et les autres, eh bien, quand il y a des choses qui convergent, on les vote. Si demain, M. Macron, comme je le suppose, dit les rythmes scolaires, c'est une stupidité de M. Payon et de M. Hollande. On laisse les villes et les maires gérer les rythmes scolaires des enfants comme bon leur semble. Bien, je trouve que si ça passait à l'Assemblée nationale, je serais prêt à le voter. Si demain il dit l'état d'urgence doit être renforcé parce que la menace terroriste est forte, en particulier dans les Alpes-Maritimes, bien, je serais prêt à le voter. Mais s'il me dit on augmente la CSG de 20% chez tous les retraités, ben à ce moment-là, je ne le voterai pas. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une majorité et une opposition. Jean Leonetti, on va donner quelques résultats avant d'aller d'autres points de duplex. D'abord, les résultats donc à Breil-sur-Roya. Breil-sur-Roya, c'est pour la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. Et là, eh bien, Olivier Bettati pour le Front National réalise 20,57%. Alexandra Valletta-Ardisson pour la République En Marche réalise 24,97%. Et enfin, Xavier Bec réalise 19,36%. Et puis, on parlait de Vence tout à l'heure. On a les résultats définitifs sur Vence. Loïc Dombreval pour La République En Marche réalise 41,24% des voix. Anne Satonnet, 23,55%. Ça, c'est pour les LR UDI. Et enfin, pour le Front National, Jérôme Cochet, 16,53% des voix. Oui, Jean-Bernard. Et puis également des résultats dans le Var, dans la 8e circonscription à Draguignan, où nous allons rejoindre dans quelques secondes Olivier Audy-Bertrand pour les Républicains. Olivier Audy-Bertrand, le député sortant qui arrive en 2e position avec un peu moins de 30% des suffrages. Derrière le candidat La République En Marche, Fabien Matras. 3e position pour le candidat du Front National. Bonsoir Olivier Audy-Bertrand, je le disais, vous êtes le candidat sortant à Draguignan. Votre réaction ce soir, vous arrivez 2e derrière un candidat très peu connu puisqu'il s'agit du maire de Flyosque. Oui, bonsoir. Alors, je rectifie les résultats puisque je suis éliminé. L'abstention qui est à plus de 50% ne me permet pas donc de me qualifier pour le second tour. Et le Front National, qui est juste devant moi, avec 213 voix de plus que moi, est aujourd'hui repêché. Et donc, je termine 3e de ce scrutin de premier tour et je suis donc éliminé. Donc vous avez les résultats définitifs pour la totalité de la circonscription? J'ai les résultats définitifs pour la 8e circonscription, absolument, oui, tout à fait. Alors Olivier je vous confirme que le candidat... Oui. Olivier Audy-Bertrand, je vous écoute. Olivier Audy-Bertrand, vous aviez perdu la mairie de Draguignan. Enfin, vous n'aviez pas réussi à gagner la mairie de Draguignan. Ensuite, vous vous représentez en tant que député. Comment vous analysez ces contre-performances à quelques années, quelques mois d'intervalle? Alors je pense qu'il s'agit de scrutins qui sont bien évidemment totalement différents et nous avons aujourd'hui un scrutin national avec une vague dans le département du Var qui a tout emporté puisqu'à l'heure où nous parlons, je crois que 7 députés sur 8 sont éliminés et que seule ma collègue et amie Geneviève Lévy à Toulon est qualifiée pour le second tour.
Quelle consigne vous donnez pour le second tour, Olivier Audi-Bertrand, puisqu'il va donc rester Fabien Matras pour La République En Marche et Pierre Jugy pour le Front National, le maire de Tourtour. Quelle consigne vous donnez là ce soir? Écoutez, les consignes, ça fait bien longtemps, je crois, que les électeurs, ils ont bien raison, s'en affranchissent. Mon parcours personnel, c'est les électeurs savent très bien où ira mon vote donc dimanche prochain. Et quant aux consignes de vote, je crois que puisqu'il s'agit maintenant de faire de la politique autrement, en tous les cas, c'est le message qu'ont adressé les millions de Français aux hommes politiques. Alors faisons de la politique différemment. Voilà. Donc pour moi, c'est donc terminé. Je le regrette, en ayant tout donné, le sentiment d'avoir tout donné pendant 5 années, travaillé énormément, sans tricher. Mais il est des vagues qui sont là, celles-ci nationales, qui ont tout emporté sur leur passage, y compris malheureusement dans un département où les Républicains étaient élus et bien élus depuis tant d'années. Merci Olivier Audi-Bertrand. C'est la première grosse surprise de la soirée. On peut le dire effectivement, le député qui était en place, il est battu. Il n'a pas la possibilité de se maintenir au deuxième tour. Donc pour cette circonscription du Var, c'était la 8e. On va maintenant partir pour la 3e circonscription où il y a un candidat qui s'appelle Philippe Vardon qui représente le Front National. Philippe Vardon, vous êtes en direct avec nous de Nice. Bonjour. Bonsoir. On va expliquer que pour l'instant encore, on n'a que des résultats partiels, mais vous oscillez entre la 2e et la 3e place, c'est cela ? Oui, manifestement, nous serions en 2e position, en tête sur plusieurs communes, notamment la Trinité, où nous arrivons loin devant, et en 2e position sur l'ensemble de la circonscription, puisque le candidat d'En Marche rattrape les voix sur la ville de Nice, et le député sortant serait ce soir sorti. Il s'agit du député UDI Rudy Sall, qui paye sans doute son ambiguïté et ses compromissions vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Alors Philippe Vardon, on l'a vu notamment dans un débat qu'on avait organisé ici, vous avez consacré énormément énormément vos attaques sur Rudy Sall. Est-ce que vous n'avez pas vu pendant ce temps-là ce qui se dessinait autour du candidat d'En Marche ? Non, j'ai été assez conscient, moi, justement, au long de cette campagne, et en particulier ces derniers jours, dans un premier temps, du rejet autour de Rudy Sall, qui apparaît clairement comme un député usé. Les gens nous disaient, Rudy Sall, c'est 30 ans de mandat inutile, c'est 30 ans de mandat dont on ne sait rien, dont on ne sait pas ce qu'il a fait pour nos territoires. Donc voilà, il y a une certaine logique ce soir. Il y a une volonté, je crois, de renouveau, de changement qui s'est exprimée à travers la qualification du candidat d'En Marche et la mienne. J'appelle désormais les électeurs à aussi choisir un renouveau politique, puisqu'il ne suffit pas de se présenter comme une nouveauté, pour autant défendre un projet nouveau. Et En Marche et Emmanuel Macron, c'est quelque part le recyclage de toutes les vieilles lubies de la gauche, de toutes les vieilles idées. Et moi, j'appelle ce soir tous ceux qui ne se sont pas portés sur ma candidature, tous ceux qui n'ont pas voté, et il y en a malheureusement beaucoup, y compris chez les électeurs du Front National, à avoir un sursaut démocratique dans ce second tour, parce qu'il faut désormais des contre-pouvoirs à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Eh bien, je crois que je pourrais être l'un de ces contre-pouvoirs et faire entendre à la fois la voix de nos quartiers, de nos communes, de nos territoires, mais aussi une vraie voix d'opposition face au système Macron. Merci Philippe Vardon en direct de Nice. 2 résultats avant de retrouver Xavier Garcia ici sur le plateau de France 3 à Côte d'Azur. D'abord un résultat à Valbonne, donc Éric Pauget 17,82% des voix, mais c'est Khaled Ben Abderrahmane qui réalise 41,79% des voix et qui est sur ce plateau donc avec Lionel Tivoli pour le Front National à 11,26. Autre résultat très important, cette fois-ci à Villeneuve-Loubet. Vous savez que le député maire sortant Lionel Lucas ne se représente pas pour les LR, pour les Républicains. Eh bien, dans cette circonscription, c'est Laurent Strasstour, donc pour les Républicains, qui obtient 32,86% des voix. On retrouve ensuite Yohann Saliba à 18 pour le Front National et Nathalie Audin, Modem. Donc la République En Marche qui est à 31. Donc je rappelle, Laurent Strasstour à 32,86. Nathalie Audin pour la République En Marche. Nathalie Audin qui sera avec nous à 22h15 ici sur ce plateau avec Xavier Garcia. Xavier Garcia, une question parce qu'il ne nous reste pas très longtemps dans cette tranche. Donc vous êtes secrétaire départemental premier secrétaire départemental pour le Parti Socialiste dans les Alpes-Maritimes. Au vu de ce qui se passe ce soir, peut-être on exagère un peu, peut-être que le phénomène de la République En Marche sera atténué. On va voir tout ça au fil de la soirée. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Parti Socialiste, au niveau national, comme ici dans les Alpes-Maritimes, a laissé passer quelque chose ? Non.
et on a laissé passer quelque chose dans les années qui ont précédé. Peut-être même depuis 2002, depuis le 21 avril 2002, on n'a pas mesuré les conséquences de ce qui s'était passé à gauche, des aspirations de la société française à une politique qui est moins verticale et qu'on voudrait un peu plus horizontale, à un changement de tête. Donc tout ça, on n'en a pas pris la mesure, mais depuis des années, c'est pas dans les derniers mois. Moi, j'ai pas de regret sur le fait de pas être dans un parti qui désormais ne prône ni droite ni gauche et qui a un Premier ministre issu des Républicains. Donc c'est pas là-dessus qu'on en manquait quelque chose, on en manquait quelque chose sur le renouvellement des pratiques, le renouvellement de la gauche et le renouvellement aussi de nos idées. Il y a eu un certain manque de clarté qui n'a pas été arbitré et qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui effectivement est très difficile pour le Parti socialiste, mais j'ai la conviction moi que au fil du temps, bien sûr il y a une vague pour Emmanuel Macron avec 2 partis de gouvernement extrêmement affaiblis, surtout le Parti socialiste, disons-le. Mais je pense qu'au fil du temps, le clivage droite-gauche qui a structuré la vie politique française, qui a structuré la société française, il réapparaîtra parce qu'il est naturel. Mais bien évidemment, que ce soit chez les Républicains ou au Parti socialiste, il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé et la mesure du besoin de renouveau qui aujourd'hui traverse la société française. Mais j'ai le sentiment que passer l'état de grâce, parce qu'il est bien normal après une élection présidentielle, bien les choses les plus compliqués vont commencer pour Emmanuel Macron et son gouvernement. On l'a expérimenté en 2012, nous, quand on a pris le pouvoir, et les Républicains l'ont expérimenté avant nous. On va être obligé de vous interrompre parce qu'il y a vraiment un séisme politique qui se passe sur la Côte d'Azur. Après ce que nous a dit Olivier Audy-Berthoin, donc pour la 8e circonscription du Var, résultat définitif, cette fois-ci pour la 4e, c'est celle de Saint-Tropez qui va jusqu'à l'Orgue d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et là aussi, dans cette 4e circonscription du Var, il n'y aura plus au second tour de candidats. Les Républicains, c'est Sereine Mauborgne pour La République En Marche qui est arrivée en tête avec 32% des suffrages, suivi par le candidat frontiste Philippe Liotto, 25% des suffrages dans cette circonscription où le Front National est bien implanté puisque les maires de Cogolin et du Luc sont frontistes. Henri, en quelques secondes, ce séisme politique dont on parle, le candidat LR qui est éliminé, finalement un duel entre le Front National et La République En Marche, sur les 2 circonscriptions, en tout cas dans le département du Var, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment que l'électorat a totalement bougé? Alors c'est à relativiser parce qu'on attend encore des résultats. Par exemple ici on n'a pas le résultat d'Antibes dans la 7e circonscription, donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Mais en tout cas ce qui est vrai, c'est qu'il y a une nouvelle force politique qui est apparue au niveau national, qui est La République En Marche, et qui trouve une déclinaison ici dans les Alpes-Maritimes avec une importance peut-être un petit peu plus grande que ce qui était attendu, un petit peu plus importante que ce qu'avait fait auparavant le Parti socialiste quand il y avait des vagues socialistes avec l'élection d'un président socialiste. Merci Henri, c'est la fin de cette première partie d'émission régionale. Vous allez retrouver Paris dans un instant, mais attention, dans 15 minutes après, on recommence pour 45 minutes de résultats avec de nouveaux invités qui seront sur ce plateau. N'oubliez pas, c'est une émission interactive. Vous pouvez suivre le fil de l'info sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, mais aussi nous donner finalement vos remarques, ce que vous en pensez avec le hashtag législative PACA. C'est à Paris de reprendre l'antenne. On se retrouve dans 15 minutes. À tout à l'heure. Alors 15 avec a priori pas mal de résultats, vous le voyez, ça se précise. À tout de suite. La soirée du premier tour des élections législatives, on continue sur France 3. Un point maintenant sur les résultats nationaux. On va revoir maintenant quelle est la nouvelle distribution sur les sièges de l'Assemblée nationale à l'issue de ce premier tour. Oui, La République En Marche, 390 à 430 sièges. Qui serait suivi par les Républicains, l'UDI et les divers droites, entre 85 et 125 sièges, mais ça pourrait être revu à la baisse au cours de la soirée. Oui, le PS et ses alliés, 20 à 35 sièges, une déroute historique. La France Insoumise et le PCF entre 11 et 21 sièges, peut-être un groupe. Oui, le Front National entre 3 et 10 sièges. Donc pas de groupe. Et les autres
qui n'ont pas été soutenus par des grands partis politiques, entre 7 et 12 sièges. Autre chiffre historique, effectivement, c'est celui de l'abstention. On vous la rappelle, cette abstention record pour la Ve République, 51,2%. Et très attendu ce soir, le résultat de Manuel Valls dans l'Essonne. Manuel Valls, qui serait ce soir en ballottage favorable. On va retrouver justement Geneviève Faure en direct d'Evry. Comment s'annonce le second tour pour lui ? Alors effectivement, nous n'avons pas encore les résultats officiels, mais on a la tendance que vous venez de donner sur 50 bureaux. La France Insoumise serait derrière Manuel Valls. Alors c'est une information qui émane de plusieurs sources, mais notamment de l'entourage de la candidate France Insoumise. Manuel Valls qui est arrivé ici en mairie d'Ivry